Allez, nous sommes partis pour l'information de ce lundi 15 mars 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béhar et LOL CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, l'accord de relance Guyane 2021-2022 a été signé hier entre la CTG et l'État. Mais qu'en pensent les élus? Nous avons posé la question à Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous l'entendrez dans l'actualité du coronavirus avec un taux d'incidence de 21 cas pour 100 000 habitants. La situation épidémiologique est stable malgré la présence de variants sur le territoire. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'élargir la vaccination selon l'ARS. Vous l'entendrez, Clara Debord, la directrice de l'agence régionale de santé. On reviendra sur les intempéries de ce week-end. La bande côtière a été particulièrement touchée par de fortes pluies hier. Nous sommes allés à la rencontre de sinistrés à Matoury. Certains ont tout perdu. Et puis direction les îles du Salut, son patrimoine historique surveillé par les gendarmes. Leur mission, éviter les dégradations et les vols des vestiges du bagne. Reportage à suivre. Et puis enfin en sport, on vous fera découvrir un futur espoir en rugby. Mathis, à 14 ans, intéresse les entraîneurs d'un club de pro en D2. Vous l'entendrez en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, l'accord de relance Guyane 2021-2022 a été signé hier entre la CTG et l'État. MEDEF, université, association des maires, préfecture et monde économique. Beaucoup de monde était à la CTG ce lundi pour assister à la signature de cet accord avec, par visioconférence, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Objectif de cet accord, limiter les effets du ralentissement de l'activité économique provoquée par l'épidémie de Covid-19 grâce à 250 millions d'euros de soutien pour les entreprises. Sur ces 250 millions, 71 ont déjà été versés via le fonds de solidarité. Mais qu'en pensent les élus? Nous avons posé la question à Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Satisfaite parce qu'il y a des montants importants qui ont été mis sur secteur. Par contre, je pense qu'il y a deux oublis essentiels. Premièrement, concernant les déchets, la collecte et le traitement des déchets. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement sur ce point de base. Ces financements qui étaient européens, aujourd'hui, ils n'existent plus. On a besoin de plus de 4000 logements par an. On en produit 1500 sur le territoire. C'est grandement insuffisant. Donc, il faut peut-être revoir la copie et proposer des modes nouveaux sur du foncier, avec de l'aménagement de foncier, peut-être un accompagnement des personnes, mais modifier cette logique de logement par bailleur social qui est fait systématiquement, alors que la diversification concernant le logement et donc les financements pour l'aménagement auraient pu être mis dans le plan de relance. Il y a un manque de concertation et puis surtout peut-être que nous-mêmes sur le territoire nous aurions dû travailler de manière plus concertée et plus intense. Et la faute n'est pas toujours ailleurs. Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, elle répondait à Victor Zamit. Frontière entre la Guyane et le Suriname, un protocole d'accord a été signé ce lundi. Oui, les ministres surinamais de la Justice et des Affaires étrangères s'étaient pour l'occasion rendus à Paris. Le tracé de la frontière allant de l'embouchure du Maroni, c'est-à-dire de Saint-Laurent du Maroni jusqu'à Maripasoula, a été enfin signé par les deux pays. Pour rappel, c'est véritablement à partir de fin 2018 que les travaux pour délimiter clairement la frontière avaient commencé. Le travail accompli est considérable, a déclaré le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. La situation épidémique reste stable en Guyane. Pour l'instant, même si les analyses moléculaires de l'Institut Pasteur ont permis de détecter 8 cas de variants anglais et 4 de variants brésiliens P1 sur le territoire et 5 suspicions de variants brésiliens ou sud-africains, vendredi on comptait 71 nouveaux cas de Covid-19 en Guyane avec un taux d'incidence de 21 cas pour 100 000 habitants. La semaine dernière, face au nombre important de décès au Brésil dû aux variants brésiliens, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et les membres du CST avaient demandé à l'ARS d'élargir la vaccination aux plus de 18 ans. Ce n'est pas pour le moment possible, a répondu Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. La question de l'élargissement de la cible pour le moment ne se pose pas, puisque toutes les personnes qui sont dans la cible n'ont pas encore pu être vaccinées, toutes les personnes volontaires, puisqu'on a des gens qui aujourd'hui prennent un rendez-vous pour fin mars, et donc ça veut dire que la demande
demande est là, il est nécessaire de laisser cette priorité aux plus de 50 ans et à tous les professionnels de santé. Et ensuite, au moment où cette demande on considérera qu'elle aura été bien remplie, qu'on aura une demande un petit peu plus faible et qu'on aura plus de doses, alors ce sera le moment d'élargir. On élargira très certainement de façon progressive, peut-être aux plus de 40 ans, on verra. Mais là, pour le moment, tant que les 50 ans se précipitent, on va dire, vers la vaccination et qui n'ont pas pu tous le faire, puisque les rendez-vous en témoignent, alors il n'est pas urgent d'élargir la cible. Il faut laisser la priorité aux personnes les plus vulnérables. On sait que les plus de 50 ans sont plus vulnérables que les plus de 40 ans ou les plus de 18 ans au Covid. Donc Clara Debord, la directrice de l'ARS, elle répondait à Pedro Polanco. On parle à présent de cette saisie de la gendarmerie. La semaine dernière, un conducteur et ses 2 passagers ont été interpellés en possession de cocaïne. Ils étaient en direction de l'aéroport pour la métropole. Conduit au CHK, la radiographie de contrôle a permis de constater la présence de plus d'une centaine d'ovules dans chaque estomac des 2 passagers. Après 48 heures en surveillance médicale et l'expulsion des ovules, les 2 hommes sont placés en garde à vue puis incarcérés dans l'attente d'être jugés en comparution immédiate. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsierder. À Camopi, une opération du parc amazonien et de la police fédérale brésilienne coordonnée par le centre de coopération policière met fin à un trafic de viande de bois à Villa Brasil. Mardi 9 mars, l'opération Chasseur a permis de saisir 55,8 kilos de viande de bois de 15 animaux illégalement abattus et commercialisés à Villa Brasil, village brésilien situé en face de Camopi. Une opération mise en œuvre par la police fédérale et l'armée brésilienne en partenariat avec le parc amazonien de Guyane et le centre de coopération policière. Et les fortes pluies d'hier ont provoqué des inondations sur le littoral. Et la commune de Maturi a été particulièrement touchée par les intempéries. Habitations inondées à Balata ou à Concorde, éboulements et chutes d'arbres à la Désirée ainsi qu'une rupture d'une buse à la Chaumière ont été constatées. Des précipitations qui ont surpris les habitants par leur intensité et la rapidité de la montée des eaux. Nous sommes allés à la rencontre des sinistrés dans les quartiers de Balata et du bourg de Ma machine à laver, ce mardi prenait un coup, mon congélateur. Comme on a l'habitude d'être un peu inondé, j'ai mis toutes les prises à hauteur. Donc là, de ce côté, la télévision, tout ça est en hauteur. Donc les prises n'ont pas eu de l'eau. Déjà, on a baissé le compteur, on n'a pas d'électricité. On a baissé, on a peur qu'on n'ose pas le monter, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, on va à l'hôtel et puis demain, on verra. J'étais pas chez moi et c'est les voisins qui m'ont appelé pour me dire qu'on avait de l'eau qui commençait à monter. Et quand je suis arrivé, on était sur 10 cm d'eau. Vous voyez le marquage au sol là, un peu plus foncé. Tout perdu, chaussures, vêtements, appareil hi-fi, meubles. Donc tout est sous l'eau. Là, on est en train de découper à l'intérieur pour retirer le reste de l'eau. C'est déjà bien descendu. Mais bon, en 30 ans, on a toujours... c'est la maison familiale. J'ai jamais connu ça. On a déjà averti plus d'une fois la mairie comme quoi les canalisations aussi étaient bouchées. Ils ont fait un tout à l'égout qui ne sert à rien parce que dès qu'il y a de l'eau, on est toujours inondé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était exceptionnel. Une cellule de crise est mise en place et une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est envoyée en préfecture. La mairie de Maturi invite les sinistrés à se rapprocher de ces services via l'adresse email catastrophe@mairie-maturi.fr. Le patrimoine des îles du Salut protégé par les gendarmes. Ils sont 2 gendarmes présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'île Royale. Et l'une de leurs missions est de veiller sur le patrimoine historique de ce site classé. Dernièrement, leur attention s'est portée sur le vol de briques du bagne, des pierres qui valent très cher à la revente, mais qui ont heureusement été retrouvées. Clément Buzalka. C'est le lieu de passage de tous les touristes sur l'île Royale. Les vestiges du bagne, des cellules aux briques uniques estampillées Kourou. Ce sont ces briques qui attirent les malfaiteurs. Il y a quelques jours, plusieurs pierres ont été volées, certaines même décellées. Au moment où on découvre l'absence des pierres, les navettes maritimes ne sont pas encore parties. Donc à ce moment-là, on donne l'alerte. En poste permanent sur l'île, le gendarme Loïc Chevillard et son collègue Florent Jouet doivent, au gré de leur patrouille et balade quotidienne, protéger le patrimoine, à commencer donc par ces fameuses briques. On ne visualise pas toutes les pierres, donc il y a énormément de pierres sur les îles du Salut à différents endroits. On a quelques pierres référencées à différents endroits qui nous permettent de garder un œil sur les mouvements. Et pour veiller au mieux sur le site et repérer les mouvements de pierres notamment, ces gendarmes ont commencé un travail photographique pour recenser chaque bien du patrimoine,
pierres, tombes, bâtisses et même les plantes. Un travail auquel Florent Jouet s'adonne avec passion depuis son arrivée sur l'île il y a 1 mois et demi. On n'est pas architecte, disons qu'on est là pour la préservation également du patrimoine et des biens des îles du Salut, donc on essaye de faire au maximum pour ça. Les briques volées, revenons-y. Au fil des recherches, elles ont été retrouvées, dissimulées sur l'île, prêtes à être emportées par les voleurs selon les enquêteurs. Elles ont été récupérées et comme il est impossible de les recéler, elles ont été mises en sécurité par les gendarmes. Le chef d'escadron Arnaud Amestoy de Kourou ne se fait pas d'illusions sur le mobile des voleurs. C'est un aspect financier bien évidemment, on sait que ces pierres valent de l'argent au niveau du marché noir ou sur les différents sites où on peut les vendre. Donc je pense que c'est uniquement ça et selon moi, ces gens-là n'ont pas la moindre idée que ça appartient à un patrimoine culturel national. Car ramener une pierre des îles du Salut n'est pas un geste anodin, c'est un vol aggravé puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Voilà un reportage de Clément Buzalka aux côtés des gendarmes des îles du Salut. De la Guyane au Cantal pour un jeune espoir de rugby. Oui, il s'appelle Mathis Morland, il a 14 ans. Il passe ses journées entre les bancs du collège Gérard Holder, l'IFAS et surtout les terrains de rugby. Ici, il est licencié au rugby club de Kourou, mais récemment, il a passé des tests de détection au club d'Aurillac qui évolue en Pro D2. Et il s'est fait remarquer. Si tout se passe bien, il devrait bientôt partir pour se perfectionner dans les montagnes du Massif central. Écoutez-le au micro de José Blizès. J'étais allé à Aurillac, mes grands-parents habitent là-bas, et j'en ai profité pour faire des détections dans leur club. Et puis les détections se sont bien placées, et puis je partirai dans le club de préformation et là-bas. On a fait un entraînement physique et technique pendant 1h30. C'était le samedi des vacances. Et puis après on a discuté, puis j'ai rencontré ceux qui gèrent un peu tout ça. Et puis ça s'est bien passé. C'est mon objectif depuis que je suis tout petit. On a des entraînements tous les soirs. L'IFAS nous emmène dans des entraînements, on a un suivi scolaire. Si on n'a pas des bonnes notes ou de quoi que ce soit, on va en études à l'IFAS. Je suis en 3e, ça se passe plutôt bien. Et puis il faut encore, j'assure, jusqu'à la fin de l'année pour être sûr d'y aller. Il y a le brevet aussi au bout, hein. Oui. Donc c'est très important. Oui, c'est très important. Voilà, donc on espère voir très bientôt sur les terrains ce jeune homme qui est très intéressé par le rugby. On l'a entendu la semaine dernière dans l'émission de José Blizès. Et donc il sera bientôt en pro peut-être. En tout cas, il est très surveillé, José. On croise les doigts. C'est un garçon qui est allé comme ça, voir ses parents.